Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la sélectivité alimentaire chez les personnes autistes, enfants comme adultes. Nous allons énumérer les différents facteurs qui peuvent interférer sur cette sélectivité. Le but n'étant pas de donner un facteur qui va être majeur sur un autre, le but étant de vous donner tous les facteurs qui peuvent interférer sur cette sélectivité et de comprendre que chaque personne autiste est différente et que chaque facteur va jouer sur les autres facteurs de manière plus ou moins importante pour certaines personnes. Il ne faut pas oublier, avant de préciser les facteurs, que l'alimentation, c'est un apprentissage, comme un autre. Pour nous, neurotypiques, parents professionnels, c'est des fois très dur de le conceptualiser, car ça nous paraît totalement naturel de se nourrir pour survivre. Pour certains enfants ou adultes autistes, cette conceptualisation, cet apprentissage n'est pas encore mis en place ou est compliqué pour certains et peut poser problème dans l'alimentation, comme tout autre type d'apprentissage, que ce soit écrire, dessiner, marcher, parler ou autre. Donc on va parler dans un premier temps du perceptif sensoriel. On le sait, chez les personnes autistes, vous allez avoir un seuil perceptif qui va être beaucoup plus large que le nôtre neurotypique, avec des notions d'hypersensibilité et d'hyposensibilité. Les différents sens vont poser problème parfois dans l'alimentation, comme ils vont pouvoir poser problème dans plein d'autres situations évidemment. On va d'abord parler du visuel. Alors l'hyper ou l'hyposensibilité visuelle, ça peut poser problème dans l'alimentation. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des hypersensibilités visuelles sur certaines couleurs, sur certains contrastes, sur certains reliefs, ça peut vous donner des difficultés à comprendre et à intégrer l'aliment qu'il y a dans votre assiette. Si certaines couleurs ne sont pas supportables, du rouge, du vert, du blanc, ça va poser problème pour l'alimentation. De même, quand vous allez avoir beaucoup de choses autour de vous, par exemple dans une cafétéria, ça crée beaucoup de stimulation visuelle également. Donc vous allez avoir des enfants ou des adultes qui vont être très déstabilisés dans des endroits où il y aura beaucoup de stimulation visuelle de par ce flot de stimulation et ils n'arriveront pas à être concentrés sur l'alimentation en elle-même. De même, la luminosité des couverts, de l'assiette, de la table, du sol, du mur, de la pièce dans laquelle l'enfant ou l'adulte est confronté pour manger, ça peut poser problème pour certains enfants. Certains néons au plafond dans les cantines, ça peut être embêtant pour certains enfants pendant leur temps d'alimentation et du coup favoriser de la sélectivité alimentaire. On va avoir également les notions d'auditif. On le sait, chez certaines personnes autistes, il y a des hypersensibilités auditives ou des hyposensibilités auditives qui vont poser problème. Des pièces très bruyantes avec le bruit des gens qui parlent, des chaises, des verres, des couverts, le bruit de la fourchette sur l'assiette, ça peut poser problème. Et le bruit de certains aliments. Il y a des aliments qui vont être croquants, qui vont être croustillants, qui vont créer de la vibration sonore, qui vont créer du bruit pour la personne. Ça peut poser problème pour l'alimentation chez certaines personnes autistes. On va avoir les notions d'olfaction et de gustation. L'olfaction et le gustatif, ce sont l'odorat et les goûts. Pour les personnes autistes, il n'y a pas nécessairement, comme à notre titre, des notions de bonnes ou de mauvaises odeurs. Nos bonnes odeurs ne seront pas forcément leurs bonnes odeurs ou autres. Pourquoi ? Parce que leur seuil perceptif et conceptuel est différent du nôtre, tout simplement. Donc il ne faut pas penser qu'une bonne odeur de plat va être exactement perçue de la même manière pour une personne autiste. Il faut prendre en compte que les notions d'odeur et de goût sont sur des notions de seuil d'intensité et pas de bonne ou de mauvaise. Ainsi, des plats qui vont être remplis d'odeurs différentes, de cumin, de sel, de poivre, de viande, de riz, etc. Ça peut être très déstabilisant pour certaines personnes autistes parce qu'il y aura beaucoup trop de goûts qui vont s'assimiler entre eux. De même, il y aura des personnes qui ne supporteront pas certains goûts qui sont pour nous très agréables. Et on le verra, certains enfants vont avoir tendance à camoufler une seule et unique saveur avec plein de ketchup, plein de sel, plein de poivre ou autre, alors que ce sont des enfants hypersensibles au goût ou aux odeurs. Donc les mélanges de saveurs, les mélanges de goûts, ça peut poser problème. Également des notions environnementales. Si le goût de l'aliment a beau être très fade, mais qu'on est dans une pièce où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'odeurs, l'odeur des produits ménagers, l'odeur de la peinture, l'odeur de plein de choses, ça peut poser problème au niveau alimentaire pour certains enfants et adultes. Ensuite, on a les notions de système tactile. On le sait également, il y a beaucoup d'hyper et d'hyposensibilité tactile chez les personnes autistes.
La notion de toucher, elle va être problématique pour certains enfants et adultes. Donc il faut toujours avoir en connaissance le niveau sensoriel tactile de la personne pour comprendre que si vous touchez avec votre peau, la plupart du temps, cette notion d'hypersensibilité tactile, elle continue à l'intérieur de la bouche, en intrabuccal. Donc il y aura certains aliments que des personnes ne vont pas supporter, mâcher, croquer, de par leur sensibilité et de par la texture de l'aliment. On aura également les notions interoceptives, ce sont les sensations internes. Il y a certains enfants et adultes qui ont des sensations digestives totalement exacerbées et qui ne vont pas supporter certains aliments qui vont être gros, fibreux ou autres. Donc certains vont avoir tendance à préférer des aliments beaucoup plus lisses, beaucoup plus fluides pour s'alimenter, à défaut de préférer des aliments plus gros, plus fibreux. On a également des personnes autistes au niveau interoceptif qui ont des mauvais retours sensoriels ou en tout cas des seuils qui vont être beaucoup plus bas au niveau sensation interne sur les notions de faim, de satiété. Donc il y a des enfants et des adultes qui ne ressentent pas l'envie de manger puisqu'ils ne ressentent pas la faim. Donc ces choses-là, il faudra aussi les prendre en compte dans l'appréciation de la sélectivité de nos enfants ou de nous-mêmes pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette sélectivité. On aura également les notions de perceptif, vestibulaire et proprioceptif, le fait de sentir un équilibre, le fait de sentir ses articulations. Ça, sur l'aliment, ça ne va pas forcément jouer en lui-même, mais sur la dextérité, sur la motricité, sur la coordination pour le prendre, ça va poser problème. Sur les notions de demander à certains enfants et adultes de rester assis une demi-heure, une heure, sur des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de sentir leur articulation, qui ont besoin de sentir leur corps maintenu. Ça peut poser problème pour certains enfants et adultes sur l'alimentation pendant le temps du repas à cause de ce facteur perceptif. Donc ce sont des énumérations très brèves et très rapides, hein, mais il faut vraiment aller au fond du perceptif pour comprendre qu'est-ce qui pourrait poser problème sur l'alimentation. Ensuite, on va avoir les notions de conceptuel. Ça, chez les personnes autistes, c'est majeur et important à comprendre. La conceptualisation, elle est différente de la nôtre de neurotypique. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous voyez une madeleine et que je vous dis que c'est un gâteau, si je vous montre un petit beurre, vous allez comprendre que ce petit beurre, c'est un gâteau, mais la madeleine, c'est aussi un gâteau. Vous allez avoir des ponts cérébraux qui vont être assez fluides et assez rapides là-dessus. Pour certaines personnes autistes, et pour la majorité d'entre elles, cette notion de conceptualisation, de généralisation, elle est beaucoup plus complexe que la nôtre. Pour ceci, vous allez avoir énormément d'enfants et d'adultes qui vont avoir des rigidités alimentaires sur certaines marques, sur certaines textures, sur certaines présentations d'aliments à cause de ce facteur-là. Pourquoi? Parce que pour eux, des pâtes, c'est les coquillettes Barilla sous telle forme, dans telle assiette, parce que pour eux, les pâtes, c'est ça. Et si un jour vous leur proposez d'autres types d'aliments, il va y avoir une incompréhension par rapport à ce qui a été annoncé, ce qui a été prévu. De même, pour le fait de rester assis à table, les notions de conceptualisation du temps chez certains enfants et adultes autistes, elle est très complexe. 5 minutes, ça peut paraître 5 ans, 5000 heures, voire plus pour certains enfants et adultes autistes. Donc de pouvoir leur permettre de visualiser le temps, de visualiser ce qu'ils vont manger. Il y a certains enfants et adultes autistes, on leur pose l'entrée, on réenlève, on pose le plat, on réenlève, et c'est sans fin. Pour certains enfants, il y a une incompréhension sur ce qui va se passer après. Donc des fois, d'avoir des choses toutes bêtes, de positionner dès lors les aliments sur la table, ou d'expliquer avec les professionnels que les pâtes, ça peut être ça, mais ça peut être ça aussi. Et de pouvoir généraliser au fur et à mesure pour que la personne intègre qu'une pomme, c'est pas juste une compote. Ça peut être une pomme en carré, ça peut être une pomme en morceaux, etc., etc. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont principalement impacter sur l'alimentation. Les derniers facteurs dont on parlera brièvement, parce que ce seront principalement, dans un monde idéal, les soignants qui vont rechercher tout ça, mais vous pouvez avoir évidemment des facteurs physiologiques qui vont poser problème pour certaines personnes autistes, comme des personnes neurotypiques, à juste titre, mais c'est vrai que chez les personnes autistes, il y a quand même beaucoup de reflux gastro-œsophagien, donc des remontées acides. Ça peut poser problème pour l'alimentation parce que ça va créer des douleurs et ça va favoriser aussi des fois des diminutions alimentaires. Vous pouvez avoir aussi des légères hypotonies
au niveau buccal qui vont diminuer l'efficacité de mastication ou autre. Ça, c'est vrai que c'est des facteurs à prendre en compte dans les troubles de la sélectivité alimentaire. Et il est vrai que certains médicaments peuvent favoriser une sélectivité alimentaire ou dans d'autres cas une perte de satiété, notamment les neuroleptiques qui vont avoir tendance à diminuer la satiété, et certains médicaments comme la Ritaline peuvent aussi jouer sur l'alimentation en elle-même. Donc pour tous ces facteurs, il est vraiment important d'essayer de s'entourer de professionnels qui pourront vous aider, orthophonistes principalement au niveau buccal, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, psychologues, de vraiment vous faire accompagner pour aider votre enfant, mais en essayant d'analyser au préalable tous ces facteurs qui peuvent poser problème pour mieux comprendre la sélectivité de nos enfants et de nos adultes autistes. Merci à tous.